Il existe plusieurs théories sur l'apparition de la Lune dans notre ciel. Et récemment, une nouvelle idée a émergé. Mais avant de parler de cette nouvelle venue, examinons les hypothèses les plus populaires concernant la formation de la Lune. Selon la théorie de la capture, le satellite naturel de la Terre aurait d'abord été un corps errant, un peu comme un gros astéroïde. Il se serait formé ailleurs dans le système solaire avant d'être capturé par la gravité de notre planète au moment où il passait à proximité. L'hypothèse de l'accrétion suggère que la Lune s'est formée en orbite autour de la Terre en même temps que notre planète, apparue dans l'obscurité du cosmos. La théorie de la fission, quant à elle, affirme qu'à un moment donné de son développement, la Terre tournait tellement vite qu'une partie de sa matière s'est détachée et s'est mise à orbiter autour d'elle. Enfin, la théorie de l'impact géant, la plus populaire actuellement, affirme que la Lune s'est formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète hypothétique appelée Theia, qui était beaucoup plus petite, probablement de la taille de Mars. Les débris qui en ont résulté se sont mis en orbite autour de la Terre et ont formé la Lune. Passons maintenant à la nouvelle théorie que nous vous avons annoncée. Selon elle, notre satellite se serait formé immédiatement, en quelques heures, après la collision entre la Terre et Theia. La matière des deux planètes aurait été projetée directement dans l'orbite de la Terre juste après l'impact. Elle aurait formé la Lune et laissé des traces à l'intérieur de notre belle boule bleue. Dans les scénarios précédents, on pensait que les restes de Theia avaient été dispersés dans l'espace et s'étaient mélangés à un peu de matière provenant de notre propre planète. Mais alors, pourquoi observe-t-on des similitudes aussi frappantes entre la composition de la Lune et celle de la Terre ? Se pourrait-il que Theia ait été semblable à la Terre d'un point de vue isotonique et chimique ? C'est peu probable. Mais selon notre nouvelle théorie, davantage de matériaux terrestres auraient été utilisés pour créer la Lune, en particulier ses couches extérieures. Cela pourrait expliquer cette similitude de composition. Une autre théorie tente d'expliquer cette mystérieuse similitude, le modèle synestien. Selon elle, notre satellite se serait formé à l'intérieur d'un tourbillon de roches vaporisées lors de la collision. Mais cette théorie ne permet pas d'expliquer l'orbite actuelle de la Lune. La nouvelle théorie, en une seule étape, nous offre des explications plausibles pour les similitudes de composition et l'orbite de la Lune. Elle pourrait également apporter des réponses à des mystères non résolus jusqu'à présent. Comme ce scénario place la Lune sur une orbite plus large et lui confère un noyau non entièrement fondu, il pourrait expliquer l'inclinaison de l'orbite du satellite et la minceur de sa croûte. Quoi qu'il en soit, pour confirmer l'une de ces théories, il faudra analyser les futurs échantillons lunaires qui seront ramenés sur Terre par les prochaines missions Artemis de la NASA. Les scientifiques auront ainsi accès à des matériaux provenant des profondeurs de la Lune et ils pourront comparer si les données réelles correspondent au scénario proposé. Par le passé, les missions Apollo ont déjà ramené environ 1/3 de tonnes de roches et de terre provenant de notre satellite. Ces échantillons ont montré que la Terre et la Lune présentèrent des similitudes chimiques remarquables. Ils ne peuvent que suggérer une chose. Ces objets spatiaux ont eu une histoire commune. Si la Lune avait été formée ailleurs et avait ensuite été capturée par la gravité de notre planète, sa composition serait très différente de celle de la Terre. Mais si elle avait été créée en même temps que la Terre, ou si elle s'était détachée de notre planète, le type et la proportion de minéraux sur la Lune seraient les mêmes que dans nos contrées. Mais ils sont un peu différents. Les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau que leurs homologues terrestres. Le satellite est également plus riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. C'est pourquoi le modèle de formation de la Lune le plus accepté aujourd'hui est celui de l'impact géant. Les météorites provenant de la Lune sont également une grande source de données pour l'étude des origines de notre satellite. Elles peuvent nous en apprendre encore plus sur la Lune que les échantillons d'Apollo. En effet, ces météorites proviennent de toute la surface de la Lune. Les échantillons d'Apollo, quant à eux, ont été collectés à un seul endroit, près de l'équateur, sur la face visible de la Lune. Sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire ? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude. Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de Lune ? Eh bien, d'une certaine manière,
Ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier. La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années. Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversaient des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur, d'une magnitude allant d'1,5 à 5. Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, la Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se seraient progressivement agrégées pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée? Les scientifiques ont enfin tranché, il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement, ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant, l'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires, ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée, donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable, idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières
pourrait être exposé à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe. Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé. Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé, explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes crêtes géologiques de la Lune change la donne. Si la Lune est encore géologiquement active, cela signifie que notre connaissance de ce satellite est bien plus limitée que ce que l'on pensait. Que cache encore la Lune ? Sommes-nous prêts à accepter que ce satellite apparemment inerte puisse être plus dynamique qu'on ne le croyait ? Les futures missions nous fourniront des réponses, bien que leur sécurité ne soit peut-être pas aussi assurée qu'on le pensait autrefois. La hotline de la NASA ne cesse de sonner. Les opérateurs du centre d'appel sont en sueur à cause du stress. Ils ont à peine le temps de répondre au téléphone. Et tous les messages qu'ils reçoivent disent la même chose. Il y a quelque chose qui brille sur la Lune. En effet, des milliers d'astronomes amateurs observaient la Lune cette nuit-là. Et soudain, une lumière vive est apparue à sa surface, comme si quelqu'un y avait allumé un puissant projecteur. Les scientifiques ont immédiatement commencé à chercher une explication à ce phénomène. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de la lueur d'un avion volant entre les observateurs et la Lune. Mais alors, elle n'aurait pas été vue par autant de personnes depuis différentes parties du monde au même moment. Les suspects suivants ont été les satellites Starlink. En théorie, l'un d'eux aurait pu jouer un tour mesquin aux astronomes amateurs.
Ces derniers auraient pu confondre la lumière du petit satellite avec un flash de lumière sur la Lune. Mais là encore, si le satellite était coupable de cette pagaille, l'éruption lumineuse n'aurait pas été statique, mais en mouvement. Alors que certains scientifiques continuent de chercher une explication à ce mystère, d'autres ont décidé d'étudier le phénomène plus en profondeur. Dans cette optique, ils ont construit un nouveau télescope au nord de Séville, en Espagne. Les conditions qui y règnent sont tout à fait adaptées à l'observation de la Lune. Le télescope est équipé de 2 caméras contrôlées à distance depuis un campus en Allemagne. Si les 2 caméras détectent un phénomène inhabituel à la surface de la Lune, le télescope y zoomera rapidement pour voir ce qui se passe. Il faudra aussi une intelligence artificielle avancée pour apprendre aux caméras à faire la distinction entre ce phénomène lunaire inexpliqué et la lumière d'un avion, d'un satellite ou d'une petite météorite qui viendrait de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Pendant que le télescope fait ses recherches, nous avons déjà une théorie qui pourrait expliquer l'apparition de ces éclairs ronds et brillants à la surface de la Lune. Nous savons que la Lune influence les marées des mers et des océans sur Terre avec sa force gravitationnelle. Mais la Terre peut affecter la Lune de la même manière. Seulement, cette force est 32,5 fois plus intense. À un moment donné de sa rotation autour de la Terre, la Lune est à son point le plus proche de notre planète. C'est alors que la force de l'interaction est la plus grande. À ce moment-là, les forces de marée peuvent forcer les fissures de la surface de la Lune à s'ouvrir et libérer du gaz depuis l'intérieur. Un puissant jet de gaz soulève alors la poussière lunaire avec lui. Et ce que nous percevons comme un flash lumineux à travers nos télescopes n'est en fait qu'un brouillard de poussière qui est rond et reflète bien la lumière du Soleil. Si tu l'observes de loin, cela ressemble vraiment à un flash. On pense que lorsque la poussière s'est élevée, il y a eu une petite explosion. Et ce flash s'estompe progressivement à mesure que la poussière se stabilise. Ces phénomènes se produisent en permanence à la surface de la Lune. On les appelle des phénomènes lunaires transitoires. Mais en plus des flashs lunaires, des choses bien plus mystérieuses et bizarres se sont produites. En 1178, 5 moines ont affirmé avoir vu la Lune qui avait la forme d'un croissant, commencer à se scinder en deux à partir d'un point supérieur. Puis, du feu et des étincelles ont commencé à jaillir de l'endroit de la séparation. C'était comme si un dragon crachait des flammes. L'instant d'après, la Lune s'est mise à pulser, puis est revenue à son état normal. Ce phénomène s'est répété plus de 10 fois, et les flammes ont pris des formes différentes à chaque fois. Lorsque ce cauchemar s'est terminé, la Lune est devenue noire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène. Ils ont émis la théorie qu'un gros astéroïde était entré en collision avec la Lune à ce moment-là. Et c'est cet astéroïde qui aurait été responsable de la formation du cratère Giordano Bruno, d'une largeur équivalente à 15 ponts de Brooklyn. Mais dans ce cas, des millions de tonnes de fragments de l'astéroïde auraient également frappé la Terre. Et à ce moment, les gens auraient vu une incroyable pluie de météorites. Elles auraient été très brillantes et les souvenirs qu'elles auraient laissés auraient certainement laissé des traces dans les archives. Or, rien de cela ne s'est produit. À vrai dire, le phénomène que les moines ont observé semble douteux. Peut-être ont-ils effectivement vu un astéroïde tomber, seulement il tombait sur la Terre elle-même. Et ils ont perçu la lumière de la météorite en feu comme quelque chose de sinistre se produisant sur la Lune. Ou peut-être que les moines ont simplement imaginé des choses. Il n'y a pas d'autres témoins connus de cet événement. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les voir lorsqu'elle est en forme de croissant. Et cela se produit le plus souvent dans le cratère Aristarchus. Les flashs vont et viennent très rapidement, presque comme des éclairs. En fait, il s'agit d'électricité. Les forces des marées sont aussi responsables de ce phénomène. Elles provoquent une accumulation de contraintes mécaniques dans les roches. Cela peut produire un champ électrique, créant les flashs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes amateurs. On peut aussi percevoir un scintillement semblable à celui d'une étoile sur la Lune. Cela peut être attribué aux météorites qui tombent sur sa surface. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, les astéroïdes qui s'en approchent ne se consument pas. Ayant beaucoup de poids et de vitesse, ils provoquent une explosion au moment de l'impact. Et ici sur Terre, nous la percevons comme un scintillement stellaire. Par exemple, le 13 mai 1972, il y a eu un impact de météorite équivalent à 1000 tonnes de TNT près de l'endroit où Apollo 14 a alluni. Si nous avions vécu beaucoup plus tôt, nous aurions pu être témoins de flashs lumineux constants à la surface de la Lune. Tous les cratères qui s'y trouvent sont formés par de telles frappes de météorites. Alors imagine les feux d'artifice qu'il y avait là il y a des années. Mais beaucoup de ces météorites étaient en fait utiles. Elles ont apporté de l'eau avec elles. Oui, il y a de l'eau sur la Lune.
La NASA a confirmé ce fait après des études menées avec le télescope SOFIA embarqué à bord d'un avion. Les observations ont été faites depuis la haute atmosphère de la Terre. À une telle altitude, l'air sec a permis au télescope de distinguer les plus petits détails. Il y avait peut-être de l'eau dans les cratères au pôle de la Lune. Ces endroits n'ont jamais vu la lumière et l'eau qui s'y trouve pourrait être prisonnière de la glace. Mais SOFIA a trouvé de l'eau sur la surface éclairée de la Lune. Bien sûr, ce ne sont que des molécules de H2O présentes dans les couches de poussière, mais c'est déjà ça. Si nous parvenions à collecter toute cette eau, nous en obtiendrions très peu. En comparaison, le désert du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau que ce que nous avons trouvé sur la Lune. Mais un phénomène encore plus inhabituel s'y déroule en ce moment même. La Lune est en train de rouiller, tout comme un vieux morceau de métal. Pour que la rouille apparaisse, il faut du fer, de l'eau et de l'oxygène. Le sol lunaire contient suffisamment de fer. Et comme nous l'avons déjà appris, il y a aussi de l'eau. La dernière pièce du puzzle est l'oxygène. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et que nous ne pouvons pas y respirer. Mais l'oxygène y est tout de même présent. Le vent solaire l'a apporté jusque-là. Le vent provenant de cette étoile chaude se déplace à une vitesse extrêmement élevée. Il racle l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transporte plus loin dans l'espace. Finalement, le vent chargé de molécules d'oxygène atteint la Lune. Et voilà, tous les ingrédients de la corrosion sont réunis. Et le minerai de fer à la surface de la Lune commence à prendre une teinte rougeâtre. Si ce processus se poursuit suffisamment longtemps dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-orange. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient aussi de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers d'années, quand il y avait des rivières et des mers avec de l'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. D'autres objets étranges que l'on peut voir sur la Lune ont été laissés là par des humains. Entre 1969 et 1972, 12 personnes ont visité la Lune dans le cadre du programme Apollo. En tout, il y a 6 sites d'alunissage où les astronautes ont laissé un tas de choses derrière eux. En plus d'une vingtaine de satellites et de vaisseaux spatiaux qui sont tombés ou ont atterri en douceur sur la Lune, il y a un rover lunaire, quelques drapeaux des États-Unis, une photo de famille de l'un des astronautes et même 3 balles de golf. Et les 2 premiers hommes à être allés sur la Lune ont laissé derrière eux tout un tas d'affaires. Lorsqu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux, ils ont emporté beaucoup d'échantillons de sol et de roches. Et pour emporter tout cela, ils ont dû se débarrasser de tout ce qui était inutile à bord du module lunaire. La caméra de télévision, les outils de collecte d'échantillons, l'équipement scientifique et même les accoudoirs des sièges. Les astronautes sont restés à l'extérieur du module lunaire pendant 8 bonnes minutes et ont jeté toute une montagne d'objets inutiles. Si tu rassemblais tous ces objets et débris laissés là par les 12 astronautes et que tu les mettais sur une balance, elle afficherait environ 199 tonnes, soit l'équivalent de 3 chars blindés lourds ou 3 grands avions de ligne. Étrange, mais vrai. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. Hey, n'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008.
Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni l'amas stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée ? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétars nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants, d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides ? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas,
créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. Que diriez-vous de jouer au golf, non pas sur Terre, mais sur la Lune? Remontons 50 ans en arrière. Un astronaute a transformé la surface lunaire en un parcours de golf super insolite, du jamais vu. Tous les golfeurs vous diront à quel point il est difficile d'éviter les fosses de sable. Maintenant, imaginez Alan Shepard, un astronaute de la NASA, se débattant sur une surface toute de poudre très fine. Au cours de la mission Apollo 14, il a fait une pause pour montrer ses talents de golfeur de l'espace à tous ceux qui le regardaient depuis la Terre. Après son premier coup, il s'est empressé d'en faire un autre. La balle semblait aller à l'infini. Revenons un instant à notre réalité. Grâce aux recherches de l'United States Golf Association, ou USGA, nous disposons de quelques chiffres. Les chercheurs ont constaté que la première balle lunaire d'Alan a parcouru 22 mètres, et la seconde 37 mètres. La comparaison avec les coups de golf sur Terre? Dans des conditions normales de gravité, la balle parcourt en général une centaine de mètres. Une technique parfaite sur Terre, grâce à la technologie et à l'entraînement. Ne veut donc pas dire que nous serions forcément des champions sur la Lune. Mais rendons hommage à Alan. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il ne disposait même pas d'un vrai club. Il avait dû en fabriquer un en attachant à un collecteur d'échantillons lunaires une tête de club emportée à bord de la mission. Et puis imaginez-vous aussi qu'il portait une combinaison très peu pratique. Un swing dans une tenue rigide comme du carton? Pas facile. Par conséquent, Alan ne put faire son swing qu'avec une seule main. Envie d'essayer? Vous ne pourrez peut-être pas jouer au golf sur la Lune de sitôt, mais vous pouvez essayer de jouer sous l'eau. On dit que les conditions y sont similaires. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. L'USGA ne s'est pas contenté de croire Alan sur parole. Les chercheurs ont décidé de mener l'enquête. Pour commencer, ils ont utilisé des images hyper sophistiquées de la mission Apollo 14. Ils ont également utilisé les images de haute qualité prises avec la Moon Camera de la NASA, lancée en 2009. À l'aide de ces images, ils ont pu retracer le trajet de ces deux balles de golf. Alan est tombé amoureux de son club de golf lunaire, et il l'a rapporté sur Terre. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais voilà, en ce temps-là, les astronautes abandonnaient certains objets inutiles sur la Lune, afin de faire de la place pour les échantillons. Mais il emporta son club. Ainsi, dans les années 70, ce club de golf de l'espace s'est retrouvé exposé dans le musée de l'USGA, dans le New Jersey. Contrairement aux clubs ordinaires, celui-ci avait une particularité. Fabriqué en aluminium et en téflon, il était conçu pour se plier afin de prendre le moins de place possible dans un module lunaire. Mais comment cette idée de faire du golf sur la Lune a-t-elle vu le jour? Eh bien, en 1970,
la légende du golf Bob Hope a rendu visite à la NASA. Inspiré par la passion du champion, Shepard a eu une idée, du golf sur la Lune. Pour réaliser son rêve, il a travaillé avec un professionnel de ce sport, ainsi qu'avec des techniciens de la NASA. Ensemble, ils ont fabriqué un club qui répondait aux strictes normes de sécurité de l'agence spatiale. Mais attention, Alan ne voulait pas faire quelque chose de simplement extravagant. Souvenez-vous, voyager sur la Lune nécessitait des protocoles très stricts. Il ne partait pas faire un pique-nique là-haut. Alan s'est donc assuré que les responsables de la NASA étaient d'accord avec cette petite partie de golf impromptue. Au début, ils furent sceptiques, mais ils donnèrent finalement leur feu vert après qu'Alan ait exposé son plan. Il leur a promis qu'il ne jouerait que si tout se passait bien lors de la mission. Déterminé à atteindre la perfection, Alan s'est préparé comme un champion. L'histoire raconte qu'il enfilait sa lourde combinaison spatiale et allait s'entraîner dans des endroits secrets. Des décennies plus tard, il pense encore à son escapade lunaire. Il est le seul golfeur à avoir jamais swingé sur la Lune. Les astronautes n'ont pas seulement laissé des balles de golf lors de leur voyage. Ils ont en fait abandonné un grand nombre d'objets sur la Lune entre 1969 et 1972, l'année du dernier alunissage. Chaque fois que vous admirez la Lune, souvenez-vous qu'il y a là-haut une jolie photo de famille, d'énormes gadgets scientifiques, une petite statue, un tas de sacs de déchets, et, aussi, quelques drapeaux américains. Les années ont passé, et techniquement, ces objets sont toujours sur la Lune. Mais dans quel état, nous l'ignorons. Les conditions sont plutôt difficiles sur la Lune. Certains objets avaient une place spéciale dans le cœur des astronautes, mais devaient quand même être abandonnés. Mais bon, laisser certaines choses signifiait qu'ils pouvaient ramener des échantillons très précieux. Vous connaissez bien ça. C'est comme quand vous devez faire de la place dans votre valise pour vos souvenirs à la fin des vacances. La NASA a-t-elle une liste complète des choses abandonnées sur la Lune? Non, pas vraiment. En fait, une équipe a essayé de créer une liste de tous ces objets. Et ils ont pu compter jusqu'à 600 articles appartenant à la seule mission Apollo 11. Et c'est sans compter les célèbres empreintes de pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le matériel scientifique constitue l'essentiel des objets les plus volumineux sur chaque site d'atterrissage. Il y a par exemple des pièces de modules et des instruments permettant l'étude du sol lunaire. Mais on trouve aussi de très beaux témoignages. La plaque d'Apollo 11, ou un disque spécial contenant des messages de dirigeants du monde entier. Certains affirment que les astronautes ont également emporté des médailles en souvenir de cosmonautes héroïques, et qu'ils ont même laissé un rameau d'olivier en or, symbole de paix. Les missions lunaires ultérieures furent un peu plus amusantes, comme celle d'Alan Shepard et sa partie de golf. Mais c'est Charlie Duke qui remporte la palme de l'émotion. Lors de la mission Apollo 16, il a laissé une photo de sa famille Below. Il voulait ainsi qu'ils fassent eux aussi partie de l'aventure. Cependant, ces photos n'ont probablement pas bien vieilli en raison de la forte exposition de la Lune au rayonnement solaire. Il y aurait même un musée d'art, là-haut sur notre satellite. Je m'explique. On y a déposé une petite œuvre d'art appelée le Moon Museum. C'est une puce en céramique de la taille d'un ongle. Elle a été créée par un artiste nommé Forrest Myers. Ce minuscule objet présente des œuvres d'art miniatures de 6 artistes de talent. Parmi eux, on trouve par exemple le célèbre Andy Warhol, l'artiste de génie connu pour ses boîtes de soupe emblématiques et ses portraits de célébrités. Forrest Myers a déclaré qu'il voulait que son mini-musée soit déposé sur la Lune. Mais il y avait un problème. Les responsables de la NASA n'étaient pas d'accord. Cependant, Myers a déclaré dans la presse qu'il avait remis sa puce à un ingénieur travaillant sur la mission Apollo 12. Selon Myers, cet ingénieur a secrètement caché le musée de la Lune sur une des jambes de l'atterrisseur. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ces atterrisseurs lunaires ne reviennent pas sur Terre après leur mission. Prenez ceci avec des pincettes, cependant, car la NASA n'a jamais confirmé cette histoire. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils laissé toutes ces choses? Parfois, c'était dans un but précis. D'autres fois, c'était purement pratique. À un moment, on a dit que lors de la mission Apollo 11 par exemple, une décision devait être prise. Les astronautes devaient rapidement déterminer ce qui était essentiel pour leur voyage de retour. Et ils ont dû créer une espèce de décharge, laissant à cet endroit tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Abandonner des choses sur la Lune n'est pas si différent de ce que nous faisons sur Terre. Tout comme les archéologues font des fouilles pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, les objets laissés sur la Lune marquent le passage de l'homme sur le satellite. Certains objets avaient rempli leur mission.
Par exemple, le mât du drapeau, ou la caméra ayant servi à diffuser ces pas de géants si célèbres. Et de nombreux outils utilisés par les astronautes pour collecter des échantillons ont été laissés sur place, car il y avait des choses bien plus précieuses à rapporter sur Terre, des cailloux lunaires. En ce qui concerne l'état actuel de tous ces objets, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous savons que l'observateur lunaire de la NASA a détecté certaines de leurs ombres, et qu'ils sont donc toujours là-haut. Le matériel de travail avait été construit pour durer. Il se pourrait donc qu'il soit en bon état. Mais tous ces objets personnels, ils sont probablement méconnaissables aujourd'hui. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre.
Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau, dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. La NASA a des projets incroyables pour la Lune. À commencer par son prochain programme lunaire ambitieux, Artemis II par exemple. L'objectif est de faire atterrir des astronautes, dont la première femme et le premier homme de couleur, sur la Lune d'ici 2024. Artemis vise à établir une présence durable sur la Lune. Il prévoit d'établir une passerelle lunaire, une sorte de station spatiale en orbite autour de la Lune, qui servira de point d'ancrage pour les prochains alunissages. Et n'oublions pas les atterrisseurs lunaires. Les scientifiques développent actuellement la puissante fusée du système de lancement spatial, qui propulsera le vaisseau Orion, transportant à son bord des astronautes vers la Lune. Et puis, il y a le système d'alunissage humain, ou HLS,
un atterrisseur lunaire de pointe qui se posera délicatement sur la surface de la Lune, permettant aux astronautes de l'explorer et d'y mener des expériences scientifiques étonnantes. Cette fois-ci, la NASA ne fait pas cavalier seule. Elle s'associe à des partenaires internationaux comme l'Agence spatiale européenne pour faire de ce rêve lunaire une réalité. Mais tous ces rêves merveilleux pourraient être gâchés par quelque chose qui semble tout petit et insignifiant à première vue. Imagine plutôt pas d'atmosphère, pas d'air à respirer, et soudain une brume mystérieuse et des rayons lumineux apparaissent au lever et au coucher du soleil. C'est comme si la Lune nous donnait un spectacle céleste. Mais il y a un revers à cette médaille. Au cours de la mission Apollo 17 en 1912, ce spectacle magnifique n'a cessé de faire éternuer l'un des astronautes de la NASA, Harrison Schmitt, et de lui faire pleurer les yeux. Il a appelé cela le rhume des foins lunaires. Cette fièvre mystérieuse a frappé les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune. Des crises d'éternuement au nez bouché, ces astronautes ont ressenti des symptômes semblables à ceux d'un rhume terrestre. Il aura fallu plusieurs jours pour que les réactions s'estompent. Cet événement a conduit à une découverte sur la poussière lunaire et sa face cachée. Lorsque les scientifiques ont découvert l'existence de pareils rayons, ils ont retroussé leurs manches et se sont penchés sur leur origine. Et voici ce qu'ils ont découvert. Ces bandes lumineuses rayonnantes étaient en fait causées par la lumière du soleil qui se faufilait à travers des couches de poussière lunaire minuscules. Cette poussière, composée d'infimes particules et d'éclats de verre tranchants, était omniprésente. Et il s'est avéré que cette poussière lunaire était des plus sournoises. Elle a entraîné toute une série de problèmes. Les astronautes qui se sont retrouvés avec une vision trouble n'étaient encore qu'un début. Ce fauteur de troubles est allé encore plus loin, en endommageant de précieux équipements et en provoquant des dysfonctionnements électroniques. Il est même allé jusqu'à corroder des composants, dégageant une odeur de poudre à canon à l'intérieur du module spatial. La poussière s'accroche à tout, recouvrant les surfaces telle une couverture malicieuse. Elle peut obstruer les équipements, pénétrer dans des machines délicates et même abîmer les combinaisons spatiales des astronautes. En 1972, les choses se sont à nouveau gâtées. Les astronautes d'Apollo 17 ont vécu un véritable cauchemar. Après seulement 22 heures de balade sur la surface lunaire, leurs combinaisons spatiales ont subi des dommages irréparables. Oui, tu as bien entendu. Irréparables. La poussière a réduit la mobilité des astronautes, ce qui les a empêchés de se déplacer et d'effectuer leur petit bond sur la Lune avec grâce. Et quels que soient les efforts déployés pour la nettoyer, elle demeurait accrochée, laissant les combinaisons spatiales dans un piteux état. Comme tu peux le constater, cela pose de sérieux problèmes pour les futures missions lunaires. Mais nos intrépides scientifiques ne baissent pas les bras. Pour résoudre ce problème, ils doivent comprendre comment se forme la poussière lunaire et pourquoi elle est si collante. Ils ont découvert que tout commençait par les impacts des météorites. Lorsque ces roches spatiales s'écrasent sur la Lune, elles génèrent une fine poussière qui emplit l'air. Parfois, ces impacts provoquent même la fonte de certains minéraux, formant des éclats de verre tranchants qui se mêlent à la poussière. C'est une véritable métamorphose lunaire. La poussière est également saturée de silicate, un matériau que l'on trouve couramment sur les planètes volcaniques. L'inhalation de silicate peut provoquer de graves problèmes pulmonaires chez les mineurs terriens. Alors tu peux aisément imaginer les problèmes qu'elle peut causer sur la Lune. Une étude récente a révélé qu'une seule poignée de répliques de poussière lunaire était suffisamment nocive pour détruire jusqu'à 90% des poumons et des cellules cérébrales qui y étaient exposées. Mais il y a pire. La faible gravité sur la Lune permet à ces minuscules particules de flotter beaucoup plus longtemps et de pénétrer plus profondément dans les poumons. Imagine que tu respires pendant des mois des particules 50 fois plus fines qu'un cheveu humain. C'est la porte ouverte à tous les maux. Et vois-tu, sur la surface de la Lune, les choses sont un peu différentes d'ici. Il n'y a pas de tempête, de pluie ou de fortes rafales de vent pour souffler cette poussière. Il n'y a pas non plus d'atmosphère pour protéger la surface. Ainsi, en l'absence des forces naturelles d'érosion par le vent et l'eau que l'on observe sur Terre, ces particules sèches restent en place de manière persistante. Et, pour rendre les choses encore plus compliquées, la Lune est constamment soumise aux radiations du Soleil. Cette exposition confère à la poussière une charge électrique. Les vents solaires créent des particules chargées positivement et négativement. Ces particules bourdonnent, se repoussent les unes les autres et donnent naissance à ces bandes lumineuses rayonnantes dont les astronautes d'Apollo 8 ont été témoins. C'est comme une soirée disco sur la Lune. L'Agence spatiale européenne a réuni une équipe d'experts pour étudier la poussière lunaire.
Ils travaillent avec de la poussière lunaire simulée, extraite d'une région volcanique en Allemagne, afin de comprendre son comportement et ses effets. Les ingénieurs doivent également trouver un moyen de protéger les futurs astronautes et leur équipement. Ceux de la NASA veulent créer des combinaisons spatiales capables de survivre non pas à 1 ni à 10, mais à une centaine de sorties extravéhiculaires sur la surface lunaire. Cela reviendrait à passer 800 heures à explorer notre satellite. En outre, la NASA a lancé le Breakthrough, Innovative and Game Changing Idea Challenge en 2021. Il était ouvert aux étudiants universitaires les plus brillants du monde entier. 16 jeunes esprits se sont mis à plancher et ont généré une vague de solutions innovantes. Ils ont par exemple proposé d'utiliser des fibres spéciales conductrices d'électricité, inspirées des poils duveteux des chinchillas. Tout comme les chinchillas parviennent à rester à l'abri de la poussière, ces fibres permettraient de tenir la poussière lunaire à distance. Un compagnon à fourrure qui donne un coup de main aux astronautes, n'est-ce pas adorable? Une autre idée brillante concerne une brosse chargée électriquement et activée par les rayons UV. Un peu comme une baguette magique qui éliminerait la poussière d'un simple revers. Abracadabra, la poussière lunaire disparaît. N'oublions pas non plus les tissus inspirés d'insectes adaptés. Ces insectes possèdent aussi une structure qui recueille en maïs le pollen et repousse les poussières indésirables. Nos ingénieux étudiants se sont donc dit, pourquoi ne pas imiter cela? Ils ont conçu un tissu aux propriétés similaires, créant ainsi un bouclier contre les particules lunaires sournoises. Ce qui est remarquable dans ces idées, c'est qu'elles utilisent tout le pouvoir de la charge électrique pour lutter contre la poussière. Elles la repoussent astucieusement des combinaisons spatiales, les gardant propres et indemnes. Même si toutes ces trouvailles semblent excellentes, les scientifiques de la NASA ont mis au point une autre solution, encore meilleure, les nanotubes de carbone. C'est une excellente façon de révolutionner le tissu des combinaisons spatiales. Qu'est-ce qui rend ces nanotubes de carbone si spéciaux? Ils possèdent des super-pouvoirs étonnants. Tout d'abord, ils sont supraconducteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent conduire l'électricité comme pas deux. C'est comme si un éclair se retrouvait emprisonné dans un tube microscopique. De plus, ces nanotubes de carbone sont plus résistants que les météorites les plus coriaces. Ils ont la capacité de résister à l'hostilité de l'environnement lunaire, où même un grain de poussière peut causer des problèmes. Imagine une combinaison fabriquée dans un matériau plus résistant que la cape de Superman. Les scientifiques de la NASA ont donc décidé d'intégrer ces extraordinaires nanotubes de carbone dans le tissu de la combinaison spatiale. Des électrodes ont été soigneusement intégrées dans la couche extérieure du tissu, ce qui en fait un atout non négligeable. Mais comment se débarrasser de la poussière lunaire? C'est là que la science électrisante revient à la charge. Lorsqu'elles sont activées par un courant alternatif spécial, ces électrodes créent de puissants champs électriques. Ceux-ci fonctionnent comme des aimants, repoussant les particules de poussière chargées et non chargées loin de la combinaison spatiale. Imagine une sorte de soirée dansante, où les particules de poussière seraient les invités indésirables et où les champs électriques sont les videurs, qui les escortent rapidement vers la sortie. Grâce à cette technologie, la poussière lunaire n'aurait aucune chance contre nos astronautes. Le bon côté des choses, c'est que le sol lunaire peut être utilisé pour fabriquer des briques pour les abris. Il peut également permettre d'en extraire l'oxygène nécessaire aux astronautes pour survivre sur la Lune pendant de longues périodes. Lorsque la vie te procure des citrons, fais de la limonade, pas vrai? Encourageons donc l'équipe de rêve de la NASA qui se lance dans cette quête lunaire épique. Espérons qu'ils parviendront à leur fin et que la prochaine mission lunaire ne posera pas de problème majeur. Restez donc à l'écoute. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace.
Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan.
car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral ? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques
pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats s'étaient révélés clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 220 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil.
Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832 Ck reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide.